Idriss Déby, Alena Ina. C'est quelqu'un d'accord qui te le dit. Tu sais où me trouver. Je suis fatigué. J'ai décidé. Mon peuple a pleuré. Il a décidé. La vie ou la mort, on va pas lâcher. Notre pays à terre, on va le relever. X mandat au pouvoir, mais rien n'a changé. Le peuple est affamé, il veut manger. Hey. Tamana ina, alina ina minal baby. Yajama ina, alina ina minal tabi. Tamana ina, alina ina minal baby. Yajama ina, alina ina minal tabi. On a travaillé, on va être payé. Où est l'argent du pétrole que tu as volé? Tu es un assassin et tu vas le payer. Tu es menteur, on va te chasser. Tu vas nous tuer mais pas nous exterminer. Écoute, c'est décidé, on va te chasser. Tamana ina, alina ina minal baby. Yajama ina, alina ina minal tabi. Tamana ina, alina ina minal baby. Yajama ina, alina ina minal tabi. Yo, haha. Le Tchad nous appartient aussi, tu l'as oublié. Les richesses sont toutes à nous, faut pas l'oublier. Ce pays est à nous, nous sommes comme des étrangers. On n'a même plus le droit de parler. Ce pays est à nous, on veut notre liberté. Déby, on veut te voir t'en aller. Laisse-nous le Tchad, on veut s'en occuper. Va-t'en Déby, on a décidé de te chasser. Mais si tu nous as bien démontré que ce pays, tu ne peux le gouverner, non. Nous te disons ceci, laisse-nous en occuper. Ce pays, on va le changer. Oh, ce pays sans toi a été inféodé. Oh, on va se relever, il va mieux se porter. Les assises que nous avons, eh bien, l'initiative des assises avait été prise par les membres de la diaspora, après une petite enquête que j'ai eue tous les soirs là-bas. Donc, la diaspora est une force. La diaspora est de la matière grise. La diaspora est la force du Tchad, mais qui n'est pas au Tchad, qui est dans les pays étrangers. Mais elle veut cette place parce que même de loin, elle contribue à la résolution des problèmes du Tchad. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes ici, que nous, les 40% de cette assemblée, nous sommes ici pour ça. Et nous voudrions qu'à l'avenir, quand il y a des assises, qu'il y ait une place pour la diaspora. Ceci étant dit, nous devons remercier le gouvernement suisse et les organisateurs de ces premières assises, notamment l'Utopie Nord-Sud et ses partenaires, pour l'accueil et pour les bonnes dispositions prises qui ont permis le bon déroulement de nos travaux. Ces gestes nous touchent profondément. Nous leur en sommes reconnaissants. Nous avions une déclaration à faire, mais nous nous rallions à la déclaration commune qui est là. Nous verrons comment faire distribuer cette déclaration de la diaspora aux différentes instances. Mais en tout cas, je rappelle que la diaspora va prendre sa place, prendra sa place pour la construction du Tchad. Merci. Je vous remercie. Je vous propose maintenant d'ouvrir peut-être les questions à la salle et de pouvoir vous présenter rapidement et de poser votre question, essayer d'être
le plus bref possible et le plus précis possible. Vous pouvez lever la main pour demander le micro. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Ousmane Hissène, je suis le secrétaire général de l'IFDD. Donc, je ne vais pas revenir en fait en arrière sur tout ce qui a été dit. Je profite de l'occasion aussi pour remercier Club Suisse de la presse. Si on a remercié Utopie Nord-Sud, ben il va de pair qu'aussi on puisse remercier Club Suisse aussi de nous avoir permis ces cadres d'échange. Donc, il y a un seul élément en fait que j'ai oublié dans les différentes interventions. Et je souhaiterais par la même occasion voir avec mes frères qui nous représentent, qui sont devant, et puis par la même occasion voir avec les organisateurs aussi Utopie Nord-Sud et Club Suisse de presse. C'est-à-dire, il faut qu'on essaye de voir la mise en place d'une résolution qui demanderait en fait à la Confédération suisse d'aider en fait les participants à cette conférence, ou par la même occasion aussi, parce qu'il y a une déclaration qui a été déjà en fait rédigée, dans cette forme, dans l'esprit aussi de la déclaration, que la Confédération suisse puisse nous aider à aller vers un dialogue inclusif. Parce que depuis plusieurs années que les Tchadiens exigent cela, mais il y a un facteur bloquant à ce dialogue inclusif, c'est le gouvernement français. Je vous dis honnêtement, c'est le gouvernement français qui s'oppose à ce dialogue inclusif. Que ce soit en février 2008, même quand les forces en fait, armées sont arrivées au port de la capitale, juste après des questions qui ont été posées, on a demandé un dialogue inclusif. Mais les Quai d'Orsay et ces autres en fait, organes, ils ont mis une fin de nous recevoir. Bon, on peut se réunir une dizaine de fois, une centaine de fois, mais si l'État français, qui est en même temps aussi le parrain du régime, s'oppose à un dialogue inclusif, et ceci, vraiment, ça pose un grand problème, c'est un handicap. Donc moi, je pense qu'on va essayer de faire une résolution, une recommandation, demandant en fait à l'État helvétique de nous aider par un lobbying au sein de ses partenaires de l'Union européenne et les États-Unis, voir comment il faut amener la France à accepter un dialogue inclusif avec Déby et l'opposition intérieure, l'opposition extérieure, les politico-militaires, la diaspora et la société civile, y compris les droits de l'homme. Je vous remercie. Merci pour votre commentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? On va essayer de surtout avoir des questions pour nos chers représentants qui sont ici au panel. Oui. Peut-être présentez-vous brièvement. Je m'appelle Josué Mamder, un ancien du Bureau international du travail à la retraite. J'ai regardé, n'est-ce pas, le texte et la déclaration, et j'ai vu qu'il y a un pays qui a été nommé, à savoir la France, par rapport au Tchad. Mais il y a un autre élément aussi qui est très important, c'est les firmes multinationales ou des organisations multinationales qui ont des forces très importantes au Tchad ou ailleurs. Et je crois quand même qu'en ce qui concerne le Tchad, il y a un qu'on appelle Glencore, qui a une intervention incroyable dans ce pays-là. Et je ne sais pas s'il ne faut pas aussi essayer de rappeler, du moins pour informer les uns et les autres, que ces firmes multinationales n'ont pas de nationalité, mais ont beaucoup de force dans tous les pays. Et que les individus comme les États ont affaire à ces multinationales et qu'il faudrait savoir comment essayer de s'arracher parfois de leur influence pour arriver réellement à se développer. C'est juste ce que je voulais ajouter. Merci.
Merci bien. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous voulez répondre à ça, notamment aux multinationales? Merci. Comment il s'appelle déjà? Merci, Monsieur Mamdel, par rapport à la question posée sur Glencore. Depuis hier et aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses sur Glencore. Nous savons très bien que Glencore est une société ou une multinationale suisse. Mais Glencore est connu pour toujours générer des profits. Est-ce que c'est Glencore qui nous a mis dans le pétrin? Je ne pense pas. Le premier responsable, c'est Idriss Déby. D'aucuns disent que lui et quelques conseillers ont négocié directement avec Glencore. D'autres disent que pratiquement seul, il a négocié avec Glencore pour obtenir, je pense, 1 milliard et quelques de dollars, si je ne m'abuse pas. Glencore génère des profits. Si nous devons nous en prendre, nous devons nous en prendre à Idriss Déby. Le seul et unique de nos problèmes, sur toutes ces dimensions. Merci. Merci bien. Est-ce que, Monsieur le Ministre, oui. Merci. Je crois qu'on ne peut pas éluder cette question comme ça. La question a été posée par rapport au rôle des multinationales. Dans le désordre que nous avons, bon, certainement au Tchad, mais aussi ailleurs. Et Glencore, ce n'est pas seulement que le Tchad, le Congo-Brazzaville aussi. Et bien d'autres pays. Ces multinationales, il n'y a pas que le pétrole, il y en a dans la pharmacie, etc., un peu partout. Mais le cas qui nous préoccupe pour Glencore au Tchad, c'est quand même ce que mon prédécesseur a dit, une espèce de délit d'initié. C'est ça le problème. Parce que bon, les multinationales, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein, ils cherchent à faire de l'argent. Mais lorsque un gouvernement est complètement défaillant, et au lieu de dire quand même, c'est un problème d'argent, hein, parlons terre à terre. Glencore, le gouvernement lui demande de l'argent. Il donne. Sans prendre des précautions. Il y a un député ici, vous pouvez lui demander, est-ce qu'il y a un accord que Glencore a signé avec le Tchad qui a été approuvé par l'Assemblée nationale tchadienne? Notre constitution dit, toutes les conventions à effet financier doivent faire l'objet d'une délibération de l'Assemblée nationale. Le député est là. Mais M. Glencore a donné l'argent au Tchad sans passer par ce canal-là. Et de confusion en confusion, ils ont essayé de bricoler. Chambre de commerce de Paris, ils ont bricolé. Parce que cette affaire-là, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Il y a un délit d'initié. Pour prêter l'argent à un État comme le Tchad, vous devez passer par des voies normales, un accord, vous allez discuter, l'Assemblée dit « Ok, parce que nous n'avons pas la souveraineté monétaire. » Les gens parlent beaucoup de ça. Non, voilà, pas la souveraineté monétaire. Donc, la garantie est donnée par l'Assemblée nationale qui représente le peuple tchadien. Or, dans le cas de Glencore, il n'y a aucune loi. Ils ont fait la même chose avec les Chinois en 2011. Ils ont pris 2 milliards chez les Chinois, sans accord. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais amenez-moi l'accord validé par l'Assemblée qui a permis que vous preniez 2 milliards chez les Chinois. Il n'y en a pas. Il dit, bon, on annule. Le problème de Glencore, c'est la même chose. Ceux qui croient que cette affaire va s'arrêter comme ça, ils se trompent. Parce que l'Assemblée, je vous dis, le député là, l'Assemblée nationale n'a jamais pris une loi pour valider. Et le peuple tchadien paye, rembourse une dette pour laquelle elle n'a pas consenti. Elle n'a pas consenti parce que, comme on n'a pas la souveraineté monétaire, c'est le peuple dans son ensemble qui doit rembourser, qui doit payer. Donc chaque année, la loi des finances fixe le montant à payer. Mais la loi des finances fixe le montant à payer sans que, au départ, l'Assemblée nationale n'ait donné son accord pour ce financement-là. Donc c'est un délit d'initié. Et nous le disons pour que s'il y a des gens, il faut dire à Glencore de faire attention, parce qu'on va dire c'est un multinational, etc. Mais respectez au moins. Prenez les compagnies américaines, les meilleures. Chaque fois qu'ils donnent un rond, bon, il y a un autre problème qu'on a eu avec en matière fiscale, mais chaque fois qu'ils donnent, il faut passer par l'Assemblée nationale. Il faut l'accord. Or, dans ce cas précis, c'est un truc qui s'est passé dans un salon. Merci. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a encore une intervention, une question?
Oui, je voudrais déjà remercier... Oui, je suis Abdesalam Kadiangaba, porte-parole du Conseil national de la résistance pour la démocratie, un parti politique créé en exil, avec comme siège à Orléans, en France. Alors déjà, je voudrais remercier Utopie Nord-Sud pour l'effort déployé, le club suisse de la presse qui nous a permis de se retrouver dans ce cadre-là, mais aussi remercier les compatriotes qui sont venus de l'intérieur, la diaspora. J'ai juste une question aux panélistes. Avec la situation que nous vivons, la souffrance que le peuple tchadien subit, est-il possible de faire une coalition regroupant les partis politiques, la société civile, les politico-militaires, afin d'élaborer une stratégie commune et faire face à toutes ces injustices? C'est une question aux panélistes, bien évidemment. Merci. Est-ce que... Qui c'est qui souhaite y répondre? Qui c'est qui... On va prendre celle-là. Puis... Ou peut-être une deuxième. Ou... Posez... Apparemment, il y a... Est-ce qu'une coalition est possible entre les différents mouvements? Il y a des contributions qui doivent venir au fur et à mesure. Par exemple, pour la question de Glencore, le Premier ministre a dit qu'il ne faut pas éluder la question comme ça parce que c'est une question qui pourrit la vie économique de notre pays. Il a raison en fait. Bon, si je vous permets, si vous permettez, je reviens sur un peu, quelques précisions seulement. Glencore a bel et bien un accord avec le gouvernement tchadien. Bon, Glencore, au départ de Chevron, du consortium pétrolier, c'est l'État tchadien qui devait racheter les parts de Chevron. Or, l'État tchadien, comme d'habitude, il n'a pas d'argent. Il est obligé de recourir à une institution financière qui a cet argent. Maintenant, Glencore est la quatrième institution qui s'était présentée pour ça. Et c'est la dernière. Et il y a peut-être des gens qui se sont réunis pour choisir une institution qui offre des conditions avantageuses de financement pour ce qui concerne les taux d'intérêt. Curieusement, Glencore qui avait proposé le taux d'intérêt le plus fort à passer. Après, nous avons appris que elle a passé par la corruption comme d'habitude, parce que c'est une organisation qui a l'habitude de corrompre les dirigeants et d'emporter tous les marchés. C'est une entreprise anglo-suisse, comme on le dit, de négoce, de produits. Hein? Une quoi? Vas-y. Non, vas-y. Ah, d'accord. Et elle est spécialisée dans le négoce pour ce qui concerne les matières premières, de vente de matières premières. Et comme c'est une institution, excusez-moi le terme, je ne blesse personne, mais elle a fait du mal à ce pays, nous le savons. Comme elle a obtenu le marché, elle s'est arrangée à prendre la chose dans des conditions avantageuses, sinon pesantes sur les finances tchadiennes. Les camarades avaient parlé d'un délit d'initié, c'est effectivement vrai. Si bien qu'en ce moment, le paiement des échéances de Glencore pèse tellement sur le trésor public, disons, sur les comptes nationaux, qu'on est obligé de demander à la Banque mondiale de dire à Glencore de rééchelonner le paiement de la dette en allégeant un peu, ou bien de renégocier les conditions de remboursement. Glencore a refusé parce que Glencore, j'imagine qu'elle doit avoir des engagements avec les autres institutions financières. Elle-même, elle prend de l'argent d'ailleurs. Et donc, elle doit payer les échéances à terme. Et comme le Tchad ne paye jamais les échéances à terme, les intérêts moratoires s'ajoutent aux intérêts contractuels.
Et voilà, ça continue à peser sur le Tchad. Et ça continue. Jusque-là, elle fonctionne. À un certain moment où le Tchad était obligé, un pays arabe qui a dans le capital, voilà, le Qatar, voilà, qui a une prise, je vais le dire, qui a la plus grosse part dans le capital de Grand Corps, était obligé d'intervenir pour un moratoire pour le paiement. Un moratoire qui finit le 20 quelque chose comme ça. Qui est fini en octobre. Non. Mars, voilà. Mars 2001. Voilà. Et là, nous ne savons pas comment nous pouvons payer. Parce que je suis du ministère des Finances. On n'a pas d'argent même pour faire face au paiement des fonctionnaires, au salaire des fonctionnaires. Comment on pourra faire ça? En principe, on aurait dû profiter de cette trêve-là pour essayer de nous préparer en conséquence. Mais hélas, la mauvaise gouvernance est là. Ça, c'est un aspect pour dire que ça, c'est également, le pays va également vers la catastrophe. J'en ai fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prononcer sur la coalition, sur la question de monsieur? Monsieur. Cet aspect de coalition, je sais qu'elle est assez sensible, mais normalement, c'est aux partis politiques de l'intérieur, les droits de l'homme, c'est à eux de répondre là-dessus. Je pense que si M. Kadiangaba a posé le problème, bon, il l'a dit aux panélistes, mais ceux qui sont les mieux indiqués, c'est les partis politiques de l'intérieur, évidemment M. Bagaou, M. Gimrangar Dadnadi, et les syndicats. Merci. Je pense que, quelles que soient les conditions, que ce soit bon ou mauvais, nous vivons au moins dans une république qui a les lois de la République. Et il est difficile, aujourd'hui à l'instant, si le dialogue n'a pas lieu, de signer un accord avec nos frères, les politico-militaires. Ça, il faut le reconnaître. Mais la société civile étant à l'intérieur, les partis politiques, les syndicats et autres peuvent avoir une plateforme parce que les choses ne marchent pas et peuvent, en attendant, continuer à se battre pour que le moment viendra où nos autres frères qui sont à l'extérieur vont rentrer, si jamais il y a le dialogue et il y a cette réconciliation, pour qu'on se batte ensemble. Mais si aujourd'hui on signe un accord entre les politico-militaires, l'opposition démocratique et la société civile, vous connaissez tous la suite. Hein? Donc, je pense que la réponse est parce que, de toutes les façons, c'est une république. Il faut reconnaître quand même qu'aujourd'hui, Déby au pouvoir, demain, ça peut être un autre. Mais nous devrons au moins, si c'est bon ou non, respecter quand même les lois de la République. Donc, nous ne refusons pas la collaboration avec nos autres frères, mais le souci aujourd'hui, c'est les appeler à venir à la réconciliation, appeler le gouvernement à descendre un peu de ses chevaux pour dialoguer et trouver une solution définitive au problème du Tchad. Okay. Moi, je voudrais simplement rajouter, simplement que, pour répondre à Kadiangaba, il n'y a pas une forme officielle. La question est tellement sensible qu'il n'y a pas une forme officielle qui puisse permettre aujourd'hui d'avoir une coalition avec nos frères de l'intérieur. Mais toujours est-il qu'en aparté et de façon officieuse, on se parle, on discute du problème du pays et assez souvent, les uns arrivent en appui des autres. Voilà, si ça peut déjà satisfaire votre question. Merci. Vous voulez intervenir encore? Sinon, on prend les questions. Rebonjour une fois encore. Donc, je me présente, oui, Mohamed Idriss Abdelfassit. Je viens de Paris.
Et je suis membre d'une nouvelle petite structure, d'une diaspora qui s'est créée lentement mais sûrement. Elle est nommée Diaspora tchadienne pour le soutien de la société civile et pour un changement pacifique. Donc, quand on a vu l'annonce de cette assise, on a remarqué que les objectifs adhèrent textuellement à nos objectifs à nous. Donc, ce qui nous a poussé de venir avec quelques-uns de mes compatriotes. Ce qui est là, c'est que nous voulons travailler avec la société civile à l'intérieur. Nous voulons mobiliser la jeunesse de toutes les diasporas de l'extérieur du Tchad pour essayer de venir en aide morale, matérielle et financière si possible, parce qu'on connaît les difficultés de la société civile à l'intérieur du Tchad. Donc il faut les soutenir et quel que soit le soutien, je crois que ça va renforcer et je crois physiquement les biceps et ils peuvent affronter les régimes en place dictatorial. La question dont je vais poser aux conférenciers, déjà on a assisté à plusieurs assises ici en Europe et qui finissent en suspense. On n'a pas de résultats. Il n'y a pas de suite. Et c'est à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je crois que je vois une petite éventail qui nous envoie un peu de l'air frais, d'espoir, sur les travaux faits en un laps de temps et qu'il y a un résultat palpable. Alors, est-ce que on veut savoir la suite, ça serait quoi? Si vous pouvez nous répondre, quelle est la suite? Est-ce que nous, on va être en contact permanent pour pouvoir poursuivre ou vous suivre jusqu'à ce qu'on va aboutir sur tout ce qu'on a dit, sur tout ce qu'on a discuté ici, puisque c'est des objectifs qui s'avèrent réels et efficaces. Et il ne faut pas les arrêter comme les autres assises qui ont... voilà. Je vous remercie. On va laisser Zorino réagir parce que c'est en fait... Je vais être extrêmement bref. En l'état actuel, je dis bien en l'état actuel, l'approche des partis politiques légalisés ou légaux, légitimes, et puis la société civile, enfin, je parle des partis politiques, hein, elle consiste à privilégier la voie pacifique d'accès au pouvoir. C'est une véritable question politique. Et en l'état actuel, si il y a un pacte entre les politico-militaires et les partis politiques légalisés, ils sont en infraction. Ils seront en infraction et donc ils encourent des peines et des risques réels. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a deux conceptions, n'est-ce pas, qui s'affrontent. Pour l'accès au pouvoir, il y a certains qui préfèrent peut-être des manifestations populaires, un soulèvement pour obliger le pouvoir à partir, et il y a d'autres qui préfèrent l'avoir. Mais je ne condamne aucune de ces voies, je fais un constat assez lucide. Pour ce qui est des diasporas, on en a, je ne sais pas, rien qu'en France, il y a au moins 4 ou 5 ou 6 diasporas qui déjà elles-mêmes ont beaucoup de mal à trouver un langage commun, à se structurer ensemble. Donc nous sommes un pays en construction, nous sommes des mouvements politiques en construction et il faudra travailler longtemps pour parvenir à une plateforme ou un consensus politique collectif. Néanmoins, la voie qui a été tracée à Genève permet d'avoir beaucoup d'espoir et on espère que cela ira au-delà de Genève
afin qu'on puisse, n'est-ce pas, répondre aux aspirations légitimes du peuple tchadien qui consiste quand même à se débarrasser de cette dictature vieille de 30 ans. Merci. Bon, en fait, j'aimerais répondre par rapport à la question posée par mon ami là-bas sur la possibilité d'une coalition entre société civile, partis politiques et mouvements politico-militaires. Je pense que chacun de nous a des spécificités bien précises. Société civile n'a pas vocation à conquérir le pouvoir. Les partis politiques, par création, est un mouvement ou bien une entité qui a un objectif bien précis, le pouvoir par des voies légales et démocratiques. L'opposition politico-militaire, ils n'ont pas pris les armes par plaisir, comme on l'a vu souligner, ils ont été forcés par une dictature. Et là, l'article 34 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ratifié par le Tchad, reconnaît à un pays, à un peuple qui vit sous une insurrection, sous une dictature, l'insurrection populaire est un droit. Quand vous avez en face un dictateur qui ne connaît que le langage de la force, le droit international, la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous reconnaissez ce droit à vous révolter contre cette dictature. Mais nous, en tant que société civile, représentants de la société civile, nous ne pouvons pas nous permettre de coaliser avec des mouvements politico-militaires. Même si l'objectif est le même, c'est toujours le bien-être des Tchadiens, l'alternance politique au sommet de l'État. C'est ça l'objectif de tout le monde. Mais coalition, je pense que ça ne serait pas possible. Merci pour le commentaire. Pardon. Ouais. Je voudrais... Oui. C'est juste un commentaire, hein, ça n'engage personne. Je voudrais répondre à... J'avais une question, s'il vous plaît. Je m'appelle Ali Ibrahim. Je suis une jeunesse tchadienne activiste. Ma question au député Jimmy. Je voulais demander quel est votre rôle en tant qu'un député de l'État tchadien dans le conflit le gouvernement contre la population locale au Miski et le conflit intercommunautaire dans la région du Darwadaya. Quel est votre rôle dans le Parlement tchadien? Quelle est votre réaction contre ce conflit, non? Beaucoup de gens, il a déjà mort. Et ce conflit, maintenant, il est pour beaucoup d'années, il est continué. Mais il n'y a rien de solution. Quel est votre rôle en tant qu'un député élu par le peuple tchadien? Merci bien. On va prendre, donc, on peut commencer par cette question. Merci. Parce que concernant la question au niveau de Miski, tout comme la question de sécurité ou bien de bavure dans le Wadai, qui aujourd'hui personne ignore. Mais en tant que député, mon rôle, c'est de dénoncer les bavures des forces de l'ordre sur la population. Et particulièrement la situation au Wadai. Depuis l'année dernière, j'avais introduit une lettre d'interpellation, une question orale au ministre en charge de l'administration du territoire et de la sécurité, mais qui depuis un an est resté dans les calendriers de l'Assemblée, et puis ça n'a jamais passé. Et ça va de report en report. C'était lors de la session parlementaire passée. Aujourd'hui, c'est revenu à l'ordre du jour, mais ça traîne jusqu'à ce que la situation devienne plus grave et qu'on prenne des mesures pour dire qu'il y a l'état d'urgence. Donc, on ne ferme pas les yeux dessus, mais malheureusement, nous n'avons pas d'autre possibilité que de dénoncer, que d'interpeller le gouvernement. Mais malheureusement, le gouvernement s'arrange à faire à sa tête. Merci. Et on reprend la toute première question qui était... Excusez-moi. Parce qu'ils sont... Qui est sur la suite. Merci de ne pas appuyer sur le bouton. Qui est sur la suite à donner. Pardon. On va conclure maintenant et je vais vous demander de conclure sur la suite à donner à cette déclaration. Et est-ce que cette déclaration est le plus petit dénominateur commun
de vos accords et quelle suite donner, quelle est la feuille de route pour la suite. Je vous demanderai à nos panélistes de répondre. Merci. La question a été posée par Zhang et je pense que par aussi Abdelbasit. Mais ça, il faudrait demander à l'ONG Utopie qui, elle, a initié cette rencontre pour lui demander la suite de tous les travaux. Comme avait dit M. Abdelbasit, est-ce que cela va rester en suspens ou à qui ils vont adresser toutes ces recommandations-là avec leurs partenaires et qu'est-ce qu'il y aura en retour? Donc je pense qu'il n'y a que Utopie qui peut répondre à ça. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être qui veulent s'exprimer sur la déclaration? Pas sur la déclaration. Pas sur la déclaration, mais sur la coalition. Sur la coalition. Non, pas sur la... Bon, non. Bon, dans tous les cas, je suis obligé d'intervenir parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de confusion qui s'installe. Alors qu'on est vers la fin, les choses devaient être beaucoup plus précises. L'exercice que nous avons fait est un exercice de mise en commun des idées. Mais ça ne nous transforme pas brutalement à des gens qui n'ont pas d'identité. On a une identité, chacun a une identité. Et souvent, ces identités sont inconciliables. Les moyens de lutte que chacun a choisis ne nous permettent pas, comme ça, du jour au lendemain, de se transformer. Donc, on est venu avec nos bases et on repartirait avec ça. Moi, je suis au Tchad. Je refuse les regroupements de partis politiques, par exemple. Je refuse. Pour la simple raison que, bon, ça c'est interne, hein. Je ne sais pas ce que nos collègues veulent bien entendre, mais en interne, je me rends compte que quand les partis politiques se retrouvent la nuit, ils font autre chose. Le jour, c'est une chose, la nuit, c'est une chose. Les ayant gérés un peu en étant à l'intérieur du pouvoir, je m'en méfie et je fonctionne seul. Pour des raisons personnelles. Donc, il faut éviter certains termes. Quand vous me parlez, on me dit coalition. Mais attention, c'est très grave. C'est très grave. On ne peut pas faire de coalition. Moi, le français, je le parle en faisant attention. Les mots ont un sens. Il ne faut pas utiliser des mots qui... Donc, nous sommes venus, on a discuté, on a échangé. Chacun repartira. Et comme Mamat l'a dit, c'est à l'ONG... Moi, j'avais même demandé avant, quand Zorino était parti me trouver à Djamena, je dis, mais après, comment je vais faire? Le but, c'est, bien sûr, on discute, mais après, qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un a proposé, je crois, sur Ousmane, il faudrait faire en sorte que ce que nous avons là soit endossé quelque part. Il faut que ça soit endossé quelque part. Et ça, c'est à l'ONG de voir. Nous autres, peut-être, dans nos échanges, on a ça sous la chemise. Écoutez, on est parti en Suisse, mais voilà. Mais poussez. Moi, je demande le dialogue inclusif depuis pratiquement 2 mois par écrit. Et je continue. Je dis, voilà, on est parti en Suisse, ce que j'avais dit là, on a ajouté. Chacun de son côté devait faire un effort pour sensibiliser aussi bien les politico-militaires que les partis de l'intérieur. J'aurais souhaité qu'au niveau de peut-être de politico-militaires, on parle de ces termes de coalition-là. De coalition, on peut le faire dans le cadre... Bon, moi, je pars en Djamena avec Jimmy Bagao. Lui, il est dans une coalition, je refuse les coalitions. Bon, peut-être on va dire, attends, pour Genève, là, mettons-nous ensemble. Ça, c'est les partis politiques. Les associations, il y en a qui sont... même si c'est la société civile, il y en a qui ont quand même des lignes de conduite. Est-ce que c'est la profession qui fait ça? Est-ce que c'est l'activité qui fait? Est-ce que c'est le temps qu'on a mis dans cette lutte? Même la société civile est fragmentée. Donc, qu'on dépasse le cadre de cette fragmentation et que, dans ce cas précis-là, l'impératif du dialogue inclusif nous commande de porter le message de Genève. Je crois que c'est comme ça. Moi, je le fais, mais je ne vais pas aller me mettre dans un groupe. Non, pas de confusion de genre. Je ne me mettrai pas dans un groupe. Mais je porte ce message qu'on m'a donné à Genève. Voilà un peu. Donc, il faut nous éviter des non-dits. Parce que les gens qui ne sont pas venus ici, ils sont partis à Genève pour aller pactiser avec les politico-militaires. Il n'en est pas question. Nous ne pactisons rien là. Mais nous avons des problèmes qui sont identiques et les moyens de les résoudre qui sont identiques. On essaie d'échanger pour trouver quelle est la meilleure manière, n'est-ce pas, de se mettre ensemble pour avancer. Voilà un peu la petite remarque que j'ai faite. Donc, on part d'ici, mais il reste quand même que l'ONG, et ça, c'est sa part, dit, bon, moi, j'ai eu ça, qu'est-ce que je fais avec?
Voilà un peu ce que je vais ajouter. Merci. Un grand merci. Je vous propose de conclure là-dessus parce que ça c'est vraiment un message fort pour tout le monde. Et j'aimerais bien remercier, bien entendu, l'association Utopie Nord-Sud pour l'organisation de cet événement, d'avoir mis sur pied ces journées de dialogue. Remercier également tous les participants à cette conférence et à ce dialogue. Et puis je vous propose qu'on puisse poursuivre la discussion après encore plus loin. Je vous remercie. Hein? Parce que... oui, parce que... Pardon, j'aimerais juste dire une petite chose. Hein. Vous pouvez même rester debout. C'est que, comme l'a conclu le Premier ministre, il a si bien conclu, moi je lance aussi une question. Parce que là, Utopie Nord-Sud, après correction de dernière mouture du projet, elle va en faire ce qu'elle peut. Et vous aussi, vous êtes les messagers vraiment de cette assemblée pour envoyer plus loin le message qu'on s'est donné ici. C'est ça l'objectif. Et l'objectif de cette conférence, c'était d'arriver à trouver des pistes de solutions aux problèmes qui minent le pays depuis des années. C'est ça l'objectif. Alors, moi, je vais pouvoir peut-être lancer une question. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais c'est la question que j'aimerais poser, de savoir, puisque si vous avez constaté, j'ai écrit les premières assises de Genève. À quand les deuxièmes assises? Et ça, vous n'êtes pas obligé de me répondre maintenant. On peut faire ce qu'on peut faire avec notre message, on l'envoie plus loin. Et Utopie Nord-Sud aussi va essayer de faire de ce message-là quelque chose. Puis, à quand les deuxièmes assises ou les prochaines assises? Merci. C'est quelqu'un d'accord qui te le dit. Tu sais où me trouver. Je suis fatigué. J'ai décidé. Mon peuple a pleuré. Il a décidé. La vie ou la mort, on va pas lâcher. Notre pays à terre, on va le relever. X mandat au pouvoir, mais rien n'a changé. Le peuple est affamé, il veut manger. Hey, Tamana ina, Alina ina minal baby, Yajama ina, Alina ina minal tabi, Tamana ina, Alina ina minal baby, Yajama.